Vous ne pouvez pas faire ça! Je connais mes droits! Cette phrase, criée avec une indignation qui masquait mal la panique, serait la dernière tentative du brigadier Didier Martin de conserver une autorité qu'il avait déjà perdue. L'incident, catalogué sous la référence 91C8, s'est déroulé le 14 avril 2023 dans l'enceinte paisible du parc Montsouris, dans le 14e arrondissement de Paris. Les protagonistes, le brigadier de la police nationale, Didier Martin, 12 ans de service sans incident majeur, et le docteur Antoine Dubois, un citoyen en tenue de sport. Ce que le brigadier Martin ignorait, dans sa certitude aveugle alimentée par des années de préjugés latents, c'est que l'homme qui l'acculait était un officier de renseignement de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, en plein exercice de terrain. L'interaction, d'une durée totale de 7 minutes et 12 secondes, intégralement enregistrée par la caméra piéton du policier ainsi que par 3 caméras de surveillance du parc, allait non seulement provoquer la révocation immédiate du brigadier Martin, mais aussi déclencher un processus civil aboutissant à un préjudice total, financièrement quantifié, de 1 585 500 €. Ce qui suit est la déconstruction chronologique et factuelle des événements qui ont mené à la désintégration professionnelle, financière et personnelle d'un agent de la force publique. Tout avait commencé 45 minutes plus tôt, dans une atmosphère d'une banalité absolue. Le soleil d'avril filtrait à travers le feuillage naissant des marronniers, projetant des ombres dansantes sur les allées du parc. Le docteur Antoine Dubois était assis sur un banc, apparemment absorbé par le spectacle ordinaire d'une après-midi parisienne. Des enfants riant, des couples se promenant, des étudiants lisant sur l'herbe. Mais son calme n'était qu'une façade professionnelle. En réalité, il travaillait. Spécialiste en contre-surveillance et en sécurisation de dignitaires, sa mission du jour était une routine essentielle: cartographier les angles morts des systèmes de vidéosurveillance publique et identifier les itinéraires de fuite potentiels dans une zone à forte fréquentation. Il portait un short gris, un t-shirt technique noir et des chaussures de course, une tenue délibérément choisie pour se fondre dans la masse, pour devenir invisible aux yeux du commun des mortels. Son regard, vif et analytique, ne s'attardait sur personne en particulier, mais enregistrait tout: la position des caméras dômes, les entrées et sorties du parc, les schémas de circulation des piétons, la fréquence de passage des véhicules de service. C'était un travail de patience, un puzzle tridimensionnel qu'il assemblait dans son esprit avec une précision méticuleuse, fruit de 15 années d'expérience dans les théâtres d'opération les plus complexes du monde. Pour un œil non averti, il n'était qu'un homme profitant d'une pause. Pour ses supérieurs, il était une assurance vie, un expert dont l'analyse préventive avait déjà sauvé des vies à plusieurs reprises. Il était totalement absorbé par sa tâche, compilant des données cruciaux pour la protection d'une personnalité étrangère dont la visite était prévue la semaine suivante, ignorant qu'il était lui-même devenu la cible d'une surveillance bien moins professionnelle, une surveillance basée non pas sur l'intelligence, mais sur l'instinct le plus primaire et le plus erroné. De l'autre côté du parc, le brigadier Didier Martin venait de terminer une pause café. Le rapport de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, notera plus tard que durant sa patrouille de l'heure précédente, il n'avait effectué aucun contrôle d'identité, malgré plusieurs infractions mineures constatées sous ses yeux. Pourtant, la présence du docteur Dubois a immédiatement attiré son attention, comme un point discordant dans une mélodie qu'il pensait connaître par cœur. L'analyse des données de géolocalisation de son terminal indiquera que le brigadier a modifié sa ronde pour observer l'homme sur le banc pendant 4 minutes complètes, ignorant délibérément un groupe de jeunes fumant ouvertement du cannabis à moins de 50 mètres de lui. Pour Martin, l'équation était simple, une conclusion instinctive, forgée par un biais inconscient et renforcée par des années de pratique non supervisée. Un homme noir, à la carrure athlétique, seul, observant les alentours avec une intensité qui détonnait avec l'ambiance détendue du lieu. Dans son esprit, ce n'était pas un citoyen, c'était une anomalie, une menace potentielle qui devait être neutralisée. Il a redressé son képi, ajusté son ceinturon ou reposé son arme de service et a commencé à traverser la pelouse d'un pas délibérément lourd et autoritaire. Chaque pas le rapprochait d'une confrontation qu'il avait lui-même initiée dans son esprit, une confrontation dont il était certain de sortir victorieux. Il ne savait pas qu'il marchait vers la fin de sa carrière, vers une ruine financière si complète qu'elle deviendrait un cas d'école dans les académies de police. Il a activé sa caméra piéteuse, non pas par respect du protocole, mais pour enregistrer ce qu'il anticipait comme la soumission inévitable d'un suspect. Il s'est arrêté à 1 mètre du docteur Dubois, l'ombre de sa silhouette recouvrant l'homme assis, coupant la chaleur du soleil. L'air s'est chargé d'une tension palpable, le bruit ambiant du parc semblant s'estomper en un murmure lointain.
Le brigadier Martin a ouvert la bouche, prêt à lancer une interpellation qui violerait toutes les règles de procédure. Une interpellation qui allait lui coûter absolument tout. « Monsieur, vos papiers. » La voix du brigadier Martin était dénudée de toute politesse protocolaire, un instrument contondant conçu pour affirmer une domination immédiate. Le docteur Dubois, qui avait anticipé l'approche, leva lentement la tête, son regard ne trahissant ni surprise ni peur, mais une simple et pure analyse. Il observa l'agent de police, la posture rigide, la main droite planant près de la crosse de son Sig Sauer, la mâchoire serrée. Tous les signes d'une agressivité non maîtrisée, d'une décision déjà prise avant même que le premier mot ne soit prononcé. L'enregistrement audio de la caméra piéton, pièce centrale du dossier d'instruction de l'IGPN, est d'une clarté clinique à cet instant précis. Le bruit des feuilles dans le vent, le rire lointain d'un enfant, puis le calme posé de la réponse du docteur Dubois. « Brigadier, bonjour. Pourriez-vous m'indiquer sur quelle base légale vous sollicitez ce contrôle d'identité ? Conformément à l'article 78.2 du Code de procédure pénale, un tel contrôle ne peut être opéré que s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, ou se prépare à commettre un crime ou un délit. Pour le brigadier Martin, cette réponse fut l'équivalent d'un jet d'essence sur une braise. Il s'attendait à de la soumission, de la nervosité, peut-être une tentative de fuite. Il n'était absolument pas préparé à une répartie citant la loi avec une précision chirurgicale. Un rictus méprisant déforma ses lèvres. « On a un juriste ici ? La base légale, c'est que votre comportement est suspect. Vous êtes là depuis une demi-heure à observer, à scanner. Vous ne faites rien. Ça, c'est une raison plausible pour moi. Maintenant. » Le docteur Dubois ne bougea pas. Son corps resta détendu, mais son esprit travaillait, cataloguant chaque violation de procédure. L'absence de présentation du policier, le tutoiement implicite dans le ton et surtout l'invocation d'un motif subjectivement défini comme comportement suspect, une justification notoirement utilisée pour masquer des contrôles discriminatoires. Il répondit, sa voix toujours aussi égale. « L'observation n'est pas une infraction en France, brigadier. Je profite simplement de l'après-midi. Si vous n'avez pas de motif plus tangible, votre demande est illégale et constitue un abus d'autorité. » L'analyse des données biométriques collectées par la montre connectée du docteur Dubois, versée plus tard au dossier, indiquera que son rythme cardiaque n'a pas dépassé les 75 battements par minute durant tout l'échange. En contraste, l'analyse faciale de la vidéo montre les muscles du cou du brigadier Martin se tendre, un afflux de sang colorant ses joues. Sa logique interne, basée sur des stéréotypes, se heurtait à un mur de rationalité froide. Il ne pouvait pas concevoir que cet homme, dans cette tenue, dans ce parc, puisse être autre chose que la projection de ses propres préjugés. L'incapacité à dominer verbalement la situation le poussa à l'escalade physique. Il fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel du docteur Dubois. « Écoutez-moi bien. Soit vous me donnez vos papiers de votre plein gré, soit je vous emmène au poste pour vérification d'identité et outrage. C'est vous qui choisissez. » Il pensait offrir un ultimatum. En réalité, il venait de formuler la proposition qui allait le détruire. La tentative de résolution pacifique du docteur Dubois fut entièrement et délibérément ignorée. Il voyait clairement le chemin que le brigadier Martin était en train d'emprunter, et il tenta une dernière fois de lui offrir une sortie honorable. « Brigadier, il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Il n'y a eu aucune infraction. Vous faites fausse route et votre comportement actuel est contre-productif et non professionnel. Je vous suggère de contacter votre supérieur pour obtenir des instructions claires si vous avez un doute. » Cette offre, une bouée de sauvetage procédural, fut perçue par Martin comme l'insulte suprême. L'idée qu'un civil, et particulièrement ce civil, puisse lui dicter la marche à suivre ou remettre en question son jugement est intolérable. L'enregistrement vidéo de la caméra Dôme 3 du parc est crucial à ce moment. Il montre une perspective large de la scène. On y voit le brigadier Martin se pencher, le visage à quelques centimètres de celui du docteur Dubois qui reste impassible. La gestuelle du policier est celle de l'intimidation pure, une tactique de rue qui n'a sa place dans aucune procédure officielle. Le son de la caméra piéton capture son murmure, sifflant de colère contenue. « Ma hiérarchie, c'est moi l'autorité ici. Et l'outrage, mon ami, il est déjà caractérisé. Levez-vous, main sur la tête, maintenant. Je ne le répéterai pas. » Le docteur Dubois ne se leva pas, il ne mit pas les mains sur sa tête. Il se contenta de secouer lentement la tête, non pas en signe de défi, mais avec une expression qui s'apparentait à de la pitié. C'était cette expression qui brisa le dernier semblant de contrôle du brigadier. Le fait que sa colère et ses menaces ne produisaient aucun effet, que sa présence armée et en uniforme n'inspirait aucune crainte, anéantissait le fondement même de son autorité autoproclamée.
Le rapport psychologique de l'IGPN décrira plus tard ce moment comme un effondrement narcissique, où l'agent, incapable d'imposer sa volonté par des moyens légitimes ou par l'intimidation, a choisi de recourir à la force illégale pour sauver la face. Il recula d'un pas, non pas pour se calmer, mais pour se donner de l'élan. Ses doigts se crispèrent sur le métal froid de ses menottes. Le cliquetis sec du mécanisme d'ouverture résonna dans le calme relatif du parc, un son minuscule aux conséquences monumentales. « Vous l'aurez voulu, dit-il, plus pour lui-même que pour le docteur Dubois. Vous êtes en état d'arrestation. » Il s'avança, menottes en main, pour appréhender un homme qui n'avait commis aucun crime, ignorant que chaque pas le rapprochait de sa propre condamnation. Il allait poser la main sur un officier de la DGSI en mission, un acte qui n'était pas seulement une erreur, mais une violation de la sécurité nationale qui déclencherait un protocole d'intervention immédiat. Face à la révélation du docteur Dubois, une fraction de seconde de silence s'installa, un vide auditif où la logique aurait dû prendre le dessus. Mais pour le brigadier Didier Martin, ce vide fut instantanément comblé non pas par la prudence, mais par une vague de mépris encore plus profonde. Un rire sec et dédaigneux s'échappa de sa gorge, un son capturé avec une fidélité parfaite par le microphone de sa caméra piéton. Dans son esprit, cette déclaration n'était pas une information à vérifier, mais l'ultime provocation, le mensonge désespéré d'un petit délinquant qui se croyait plus malin que les autres. « Officier de la DGSI », répéta-t-il mentalement, l'absurdité de la chose renforçant sa certitude. Un agent d'élite en short de course, sans aucun des attributs de l'autorité qu'il vénérait tant, c'était une insulte à son intelligence, une tentative grotesque de le déstabiliser. L'analyse post-incident du rapport de l'IGPN soulignera ce moment précis comme le point de non-retour cognitif. Martin n'évaluait plus la situation, il ne faisait que réagir à ce qu'il percevait comme une attaque directe contre son autorité et son jugement. Il voyait cette affirmation non comme une potentielle vérité dangereuse à manier avec précaution, mais comme le clou final pour sceller le cercueil juridique de l'homme en face de lui. L'outrage venait de se transformer en usurpation de fonction, un délit bien plus grave. Il se sentit galvanisé, certain de sa victoire imminente. Il ignora complètement la mention des multiples enregistrements, persuadé qu'il ne ferait que corroborer sa version des faits, celle d'un policier zélé maîtrisant un individu récalcitrant et manipulateur. La caméra Dôme 3 du parc, avec son optique puissante, enregistrait sans cilier la suffisance qui se lisait sur son visage alors qu'il sortait son terminal radio. Il ne s'agissait plus d'un simple contrôle, mais d'une affaire personnelle. Il allait faire un exemple. Il pressa le bouton de transmission, sa voix se voulant ferme et professionnelle pour l'opérateur à l'autre bout, une performance destinée aux archives. Ici, unité Alpha 14. Demande de renforts immédiats au parc Montsouris, entrée sud. J'ai un individu qui refuse d'obtempérer et qui prétend être un officier de la DGSI. Je le maintiens sur place pour outrage et usurpation de fonction. Procédons à l'interpellation. Il relâcha le bouton, un sourire triomphant aux lèvres, fixant le docteur Dubois, qui n'avait toujours pas bougé, son calme olympien agissant comme un ultime irritant. La réponse crépita dans son oreillette, claire et sans équivoque. « Bien reçu, Alpha 14. Message transmis. Une patrouille est en route vers votre position. » L'appel était terminé. Le destin du brigadier Martin était désormais scellé. Le brigadier Martin relâcha le bouton de sa radio avec un sentiment de satisfaction totale, un frisson de triomphe parcourant sa colonne vertébrale. La partie était terminée, et il l'avait gagnée. L'individu en face de lui, avec ses citations d'articles de loi et ses prétentions ridicules, allait servir d'exemple. L'accusation d'usurpation de fonction était la cerise sur le gâteau, une infraction grave qui justifierait a posteriori la fermeté de son intervention et lui vaudrait probablement les félicitations de sa hiérarchie. Il imaginait déjà le rapport qu'il rédigerait, interpellation réussie d'un individu potentiellement dangereux dissimulant ses intentions derrière une fausse arrogance et une fausse identité. Il savora l'instant, le silence qui précédait l'arrivée de la cavalerie, un silence où son autorité était, pensait-il, absolue et incontestée. Le docteur Dubois cependant n'avait pas fini. Il n'y avait plus de temps pour la persuasion verbale, l'heure était à la démonstration factuelle. Avec une lenteur calculée, il porta sa main droite vers la ceinture de son short de sport. Le mouvement était si délibéré qu'il ne pouvait être interprété comme une menace. Le brigadier Martin fronça les sourcils, s'attendant à une ruse, peut-être la présentation d'une fausse carte d'identité pour tenter de gagner du temps. Au lieu de cela, le docteur Dubois tira sur une petite languette discrète, presque invisible dans la couture du tissu, qui révélait une pochette intérieure.
De cette pochette, il sortit un objet fin et rigide. Ce n'était pas un portefeuille. C'était une carte professionnelle, plastifiée, d'une qualité immédiatement reconnaissable. Il la tint entre son pouce et son index, la présentant au niveau des yeux du brigadier. Le soleil d'avril frappa la surface de la carte, faisant brièvement scintiller l'hologramme de la République française. « Brigadier Martin », dit le docteur Dubois, sa voix n'ayant pas changé de ton, restant un instrument de calme et de précision. « Je vais vous le répéter une dernière fois pour que l'enregistrement soit parfaitement clair. Mon nom est docteur Antoine Dubois. Je suis officier de renseignement, matricule 7 Alpha 154 de la Direction générale de la sécurité intérieure. Vous êtes en train de compromettre une opération de sécurité nationale de niveau Delta. Votre intervention non sollicitée et illégale est désormais un incident de sécurité. Je vous ordonne de rester sur place, de ne plus utiliser votre radio et d'attendre l'arrivée de mes supérieurs et de l'IGPN qui ont été alertés il y a 3 minutes. » L'effet sur le brigadier Martin fut cataclysmique et instantané. Son cerveau, qui fonctionnait sur un mode de confrontation et de domination, s'arrêta net. Ses yeux se fixèrent sur la carte. Il vit la photographie d'identité, nette, professionnelle, montrant le même visage calme qui le fixait en ce moment. Il lut le nom, le titre, et vit le sceau officiel du ministère de l'Intérieur. Ce n'était pas une contrefaçon grossière achetée sur Internet. La typographie, la qualité de l'impression, le poids du document, tout criait l'authenticité. Une vague de froid glacial le submergea, chassant la chaleur de l'adrénaline. Le sang quitta son visage, le laissant d'une pâleur cadavérique. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. L'univers qu'il avait construit autour de cette confrontation, un univers simple, où il était le héros et l'autre le suspect, venait de se fracturer en 1 million de morceaux. Chaque mot du docteur Dubois résonnait dans son crâne comme un coup de marteau. Sécurité nationale, incident de sécurité, IGPN. La plainte pour outrage qu'il s'apprêtait à déposer se transforma en une vision de sa propre comparution devant le conseil de discipline. La main qui tenait les menottes se mit à trembler si violemment que le métal cliqueta doucement. Il sentit une goutte de sueur froide couler le long de sa tempe. Il n'était plus le chasseur, il était la proie. Et dans le silence soudainement assourdissant du parc, un son lointain commençait à s'élever, un son qu'il connaissait par cœur. Le son de sirène, se rapprochant rapidement, non pas comme une promesse de renfort, mais comme le glas de sa carrière. La justice est-elle plus satisfaisante lorsqu'elle est instantanée? Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la description détaillée des conséquences qui ont anéanti la carrière de cet agent. Le son des sirènes, d'abord lointain et abstrait, se mua en une clameur assourdissante qui semblait marteler directement son crâne. Pour le brigadier Didier Martin, ce n'était plus le son rassurant du renfort, mais le glas de sa propre faim. Une panique froide, bien plus intense que la poussée d'adrénaline qu'il avait ressentie quelques minutes plus tôt, commença à glacer ses veines. Il jeta un regard désespéré vers l'entrée du parc, priant pour un malentendu, pour une chance de réécrire les 7 dernières minutes. Mais la réalité qui déboula sur l'allée principale était bien plus brutale que ses pires craintes. Ce ne fut pas une simple voiture de patrouille qui arriva, mais une arrivée coordonnée et d'une efficacité terrifiante. 2 berlines noires banalisées, sans aucun signe distinctif, se garèrent en silence, bloquant toute issue. Simultanément, un véhicule sérigraphié de l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, s'arrêta juste derrière, ses gyrophares tournant dans un silence presque respectueux. Un homme en civil, la cinquantaine, au port droit et au visage sévère, descendit du véhicule de l'IGPN. Son costume était impeccable, son autorité palpable. Il passa devant le brigadier Martin comme s'il était un simple élément du décor, un arbre ou un banc public, sans même lui accorder un regard. Son attention était entièrement et exclusivement portée sur l'homme en short et en t-shirt. L'enregistrement de la caméra piéton du commandant Leroy, activé dès sa sortie du véhicule, capture l'échange avec une clarté clinique qui deviendra la pièce maîtresse de la procédure disciplinaire. Il s'arrêta à une distance respectueuse du docteur Dubois. « Docteur Dubois, ici le commandant Leroy. Tout va bien. Avez-vous été mis en difficulté ?» La question, posée avec une déférence évidente, fit l'effet d'une déflagration dans l'esprit de Martin. Le commandant ne demandait pas ce qui s'était passé, il demandait si l'officier de la DGSI allait bien. La présomption de faute était déjà établie et elle pesait entièrement sur les épaules du brigadier. La réponse du docteur Dubois fut, comme tout le reste de son comportement, un modèle de calme professionnel. « Commandant, je vais bien. Cependant, la conduite de votre subordonné est inacceptable et doit être consignée.
Il a refusé d'écouter la raison, a procédé à un contrôle illégal basé sur des motifs discriminatoires et s'apprêtait à m'arrêter pour outrage. Je demande la saisie immédiate de sa caméra piéton. Pour Didier Martin, chaque mot était un clou scellant son cercueil professionnel. Il n'était plus un acteur de la scène, mais le sujet inerte d'une enquête désastreuse. Il vit les agents en civil de la DGSI descendre de leur véhicule, se positionnant non pas pour l'assister, mais pour sécuriser une scène de crime dont il était le seul et unique auteur. Le visage du commandant Leroy, jusque-là tendu par l'incertitude, se durcit en un masque de fureur contenue et de professionnalisme glacial. Il avait compris l'étendue du désastre. Un de ces hommes, par pure incompétence et préjugés, venait de harceler un officier d'un service partenaire en pleine mission, créant un incident interservice aux ramifications potentiellement désastreuses. Il se tourna enfin vers Didier Martin et le regard qu'il lui lança n'avait rien de collégial. C'était le regard d'un chirurgien examinant une tumeur à exciser. Le spectacle avait attiré l'attention de plusieurs passants qui s'étaient arrêtés à distance respectable, leur téléphone portable déjà sorti pour filmer. Didier Martin était au centre d'une arène improvisée et l'humiliation publique qui allait suivre serait totale. Le procès-verbal d'intervention, annexé au dossier d'instruction de l'IGPN, stipule que le commandant Leroy a agi avec une rapidité et une précision chirurgicale pour neutraliser la situation. Sa voix, calme mais tranchante comme une lame, résonna dans le silence tendu. « Brigadier Martin, votre arme de service, posez-la au sol, lentement. Votre caméra piéton, décrochez-la et remettez-la à mon adjoint. Vous êtes suspendu de vos fonctions à compter de cet instant. Vous serez conduit au siège de l'IGPN pour une audition immédiate. » Chaque ordre était une étape dans le démantèlement public de son autorité. Ses mains tremblantes obéirent machinalement. Le cliquetis de son Sig Sauer touchant le sol fut un son d'une finalité absolue. Il décrocha la caméra, l'instrument qui devait prouver sa domination et qui était devenu l'archive de sa propre destruction. Les policiers arrivés en renfort, initialement venus pour l'assister, comprenaient maintenant l'ampleur du désastre. Ils restaient en retrait, le malaise visible sur leur visage, témoin involontaire de la chute d'un collègue. La scène finale, immortalisée pour la caméra Dôme 3 du parc, était d'une ironie cruelle. Elle montrait le docteur Dubois s'entretenant calmement avec le commandant Leroy et les officiers de la DGSI, planifiant les prochaines étapes de la procédure, tandis que Didier Martin se tenait seul, désarmé et diminué, escorté vers un véhicule par un adjoint de l'IGPN. L'homme qu'il avait jugé suspect et illégitime était maintenant aux commandes. Et lui, l'agent de la force publique, n'était plus qu'un prévenu. La validation externe de son erreur n'était pas seulement complète, elle était devenue un spectacle public. Les conséquences pour l'ex-brigadier Didier Martin ne se sont pas contentées d'être sévères. Elles furent une dissection chirurgicale et systémique de son existence, une déconstruction méticuleuse de chaque pilier sur lequel reposait sa vie. Le processus ne fut ni lent ni sujet à débat. Il fut une cascade de causalité froide et implacable, déclenchée par 7 minutes d'un préjugé indéfendable, immortalisé en haute définition. L'audition devant la commission de discipline de l'IGPN, qui eut lieu 72 heures après l'incident, ne fut qu'une formalité administrative, une mise en scène procédurale dont l'issue était déjà scellée. Le commandant Leroy présenta les faits. Les 3 enregistrements vidéo furent projetés en silence sur un grand écran. Celui de la caméra piéton de Martin, celui de la caméra Dôme du parc et celui d'une clarté accablante de la caméra personnelle du commandant Leroy lui-même. Il n'y eut aucune place pour l'interprétation. Les images et le son parlaient d'eux-mêmes, présentant une chronologie irréfutable de l'abus d'autorité, de la discrimination caractérisée et de l'incompétence flagrante. La défense de Martin, une tentative pathétique d'invoquer le stress et une mauvaise interprétation du comportement du docteur Dubois, s'évapora face à la preuve visuelle de son propre rictus méprisant et de son escalade agressive. La décision fut unanime et immédiate. La révocation de la fonction publique pour faute grave, la sanction la plus lourde, effective sur le champ. En une matinée, 12 ans de carrière, son identité sociale et sa source de revenus de 3 100 € net par mois furent effacées. Mais ce n'était que le début de l'effondrement financier. Le volet civil de l'affaire fut encore plus dévastateur. Pour éviter un procès public qui aurait été désastreux pour l'image de la police nationale, l'État, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, a négocié un accord transactionnel avec les avocats du docteur Dubois. Le préjudice moral, la mise en danger d'une opération de sécurité et la violation flagrante des droits civils furent quantifiés à 150 000 €, une somme versée directement au docteur Dubois qui la reversa intégralement à des œuvres de charité. À cela s'ajoutèrent les frais de justice, s'élevant à 65 500 €.
Le coût total pour le contribuable s'élevait donc à 215 500 €. Cependant, le droit administratif français est précis. Lorsqu'un agent commet une faute personnelle détachable du service, l'État a le droit et le devoir de se retourner contre lui via une action récurseur. Les conséquences pour l'ex-brigadier Didier Martin ne se sont pas contentées d'être sévères. Elles furent une dissection chirurgicale et systémique, une déconstruction méticuleuse de chaque pilier sur lequel reposait sa vie. Le processus ne fut ni lent ni sujet à débat. Il fut une cascade de causalité froide et implacable déclenchée par 7 minutes d'un préjugé indéfendable immortalisé en haute définition. L'audition devant la commission de discipline de l'IGPN, qui eut lieu 72 heures après l'incident, ne fut qu'une formalité administrative, une mise en scène procédurale dont l'issue était déjà scellée. Le commandant Leroy présenta les faits. Les 3 enregistrements vidéo furent projetés en silence sur un grand écran. Celui de la caméra piéton de Martin, celui de la caméra dôme du parc et celui d'une clarté accablante de la caméra personnelle lui-même. Il n'y eut aucune place pour l'interprétation. Les images et le son parlaient d'eux-mêmes, présentant une chronologie irréfutable de l'abus d'autorité, de la discrimination caractérisée et de l'incompétence flagrante. La défense de Martin, une tentative pathétique d'invoquer le stress et une mauvaise interprétation du comportement du docteur Dubois, s'évapora face à la preuve visuelle de son propre rictus méprisant et de son escalade agressive. La décision fut unanime et immédiate. La révocation de la fonction publique pour faute grave, la sanction la plus lourde, effective sur le champ. En une matinée, 12 ans de carrière, son identité sociale et sa source de revenus de 3 100 € net par mois furent effacés. Mais ce n'était que le début de l'effondrement financier. Le volet civil de l'affaire fut encore plus dévastateur. Pour éviter un procès public qui aurait été désastreux pour l'image de la police nationale, l'État, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, a négocié un accord transactionnel avec les avocats du docteur Dubois. Le préjudice moral, la mise en danger d'une opération de sécurité et la violation flagrante des droits civils furent quantifiés à 150 000 €, une somme versée directement au docteur Dubois qui la reversa intégralement à des œuvres de charité luttant contre les discriminations. À cela s'ajoutèrent les frais de justice, s'élevant à 65 500 €. Le coût total pour le contribuable s'élevait donc à 215 500 €. Cependant, le droit administratif français est précis. Lorsqu'un agent commet une faute personnelle détachable du service, l'État a le droit et le devoir de se retourner contre lui via une action récurseur. C'est exactement ce qu'il s'est produit. Didier Martin reçut une notification officielle l'informant qu'il était désormais redevable envers l'État de la totalité de la somme. Une dette de 215 500 € non négociable, non effaçable, qui allait le suivre pour le restant de ses jours. La perte la plus abyssale fut cependant celle de son avenir. Sa révocation entraîna l'annulation immédiate de tous ses droits à la retraite accumulés. Les projections actuarielles, versées au dossier, estimaient la valeur de sa pension sur son espérance de vie à 1 250 000 €. Cette sécurité, ce filet pour ses vieux jours, s'était volatilisé. En ajoutant à cela une amende administrative de 120 000 € pour avoir gravement compromis l'image du service public, le préjudice financier total documenté et imputable à ses actions atteignait le chiffre vertigineux de 1 585 500 €. Professionnellement, il était devenu un paria. Son nom fut inscrit au fichier national des interdits d'exercer, lui fermant à jamais les portes de toute profession liée à la sécurité, publique ou privée. Il ne pourrait plus jamais être agent de sécurité, garde du corps ou même simple vigile de supermarché. Ses compétences, acquises au fil des ans, étaient devenues inutiles. Socialement, l'ostracisme fut total. L'histoire devint une légende urbaine dans les commissariats de Paris, un cas d'école de ce qu'il ne fallait jamais faire. Ses anciens collègues ne répondaient plus à ses appels, craignant l'association avec sa disgrâce. Il perdit son logement de fonction, fut forcé de vendre son véhicule et de retourner vivre dans une petite chambre chez sa mère vieillissante. Pendant ce temps, la vie du docteur Antoine Dubois se poursuivait sans la moindre anicroche. L'incident fut clos par une note de service interne. Il reçut une lettre de félicitations de son directeur pour son sang-froid et son professionnalisme face à une provocation inqualifiable. La semaine suivante, il supervisait discrètement la sécurité du dignitaire étranger dont il préparait la venue, son travail invisible garantissant la paix et la sécurité, loin du tumulte qu'un seul homme avait tenté de créer. La ruine de Didier Martin était complète, non pas à cause d'un système vengeur, mais comme la conséquence logique et mathématique de ses propres choix. Chaque euro perdu, chaque porte fermée, chaque relation brisée était directement traçable jusqu'à cette décision arrogante prise sur un banc de parc sous le soleil d'avril. Le préjugé a un prix. Didier Martin a passé le reste de sa vie à en payer chaque centime. La question demeure,
a-t-il jamais compris que la facture qu'il a réglée n'était pas libellée en euros, mais en dignité humaine?